Des deux côtés du mur, déclencher la colère des étudiants. C'est l'histoire d'un mec. T'es lancé comme un paquet de lessive, au risque de t'écraser comme un paquet de... comme un paquet. J'espère que vous allez voter pour moi. Ça tombe très bien, je me présente pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la drogue? Tout le monde devrait m'aimer vu que je suis un rigolo. Je vais donc me suicider devant vous, voilà. Faites bien attention avec vos questions, parce que je vais la dire, la vérité. Il a fallu ça pour comprendre. Après, ma femme s'est tirée. J'ai arrêté d'être con. Et je suis mort, voilà. Retour au cinéma maintenant avec la nuit des Césars 80. Nous sommes le 3 mars 1984. Comme chaque année, la famille du cinéma s'est donné rendez-vous pour la cérémonie des Césars. Aujourd'hui, pour tout le monde, un film fait figure de favori. Alors j'ai à côté de moi Claude Berry, qui est un des favoris, puisque vous avez 11 nominations pour Ciao Pantin. Écoutez, des fois, il vaut mieux pas être favori et être à l'arrivée, on verra. J'attends, merci. Il y aura aussi Jack Nicholson, Charles Bronson, Roman Polanski et bien sûr le président Johnny Kelly. L'homme qui incarne le rôle principal de Ciao Pantin, c'est Coluche. Quand il arrive devant le théâtre de l'Empire, personne ne sait vraiment dans quel état d'esprit il est ce soir-là. Il croyait un peu, oui, évidemment. C'était une belle performance, bon, et puis il s'imaginait que justement ce contre-emploi, avec l'esprit français, bon, c'était quelque chose qui peut-être allait faire qu'il allait le gagner, quoi. On va parler des 5 nominations pour le meilleur acteur. Alors, Yves Montand pour Garçon. Gérard Depardieu pour Les Compères. Michel Serrault pour Mortelle Randonnée. Coluche pour Ciao Pantin. D'un seul coup, on a découvert un acteur, un véritable acteur, avec beaucoup d'intensité, de profondeur. On y a cru totalement. C'est ce visage qui a surpris tout le monde. Ce personnage de Lambert. Personne n'attendait Coluche dans un rôle aussi sombre. Le gagnant est Coluche pour Ciao Pantin. J'étais toute heureuse que ce soit lui, parce que j'avais voté pour lui et je l'avais tellement, tellement apprécié. Coluche est acclamé par toute la profession pour sa performance d'acteur. Seuls ses proches ont conscience que dans Ciao Pantin, il est plus qu'un acteur, il est au plus près du personnage de Lambert. Si on trouve le film fort et réussi et assez véridique, c'est parce que Coluche y est allé pour lui au premier degré. Oui. Il vient, il a l'air tellement misérable dans les yeux, tellement malheureux qu'il suffit d'allumer la caméra. Mais ce soir-là, comme toujours, en public, Coluche joue à être Coluche, celui que tout le monde connaît, qui déclenche les fous rires. Franchement, je croyais m'emmerder en venant là. Et puis je me suis vachement marré. Hein. Quand j'ai pas dormi. Bon. Là, on me voit rigoler. Moi, c'est un mec qui m'a fait, c'est un des mecs qui m'a fait le plus rire au monde. Qu'est-ce que je disais, vous savez pas? Je dis que des conneries. Il y en a pas un qui a suivi. Et voilà, il y en a pas un qui suit, merci. Il avait sûrement préparé ce qu'il dirait. Là, par contre, il joue un rôle. Il n'est pas lui. Personne n'en a rien à foutre de ce qu'il est vraiment lui à ce moment-là.
il n'était pas vraiment dans le trip de la remise des prix, quoi. Donc il l'a, c'est bien, il ne l'aurait pas eu, c'est bien aussi. Les gens qui font rire, ils ont toujours une face cachée où couvre le drame. Et cette face cachée, ce drame, cette part d'ombre du personnage, le grand public n'y a finalement jamais eu accès, car durant des années, Coluche s'est forgé une seule et même image, celle d'un comique hors norme. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Tout commence en 1971, quand Coluche est découvert presque par hasard par deux producteurs. J'ai rencontré Coluche au cours d'une inauguration d'un immeuble qui appartenait à RTL. On était là-bas avec Thierry Leluron et Paul Lederman. Et à l'inauguration de cet immeuble, il y avait des spectacles à tous les étages. Au sous-sol, il y avait un spectacle sur, je sais pas, 3 mètres carrés, 2 mètres carrés, peut-être 10 ou 15 comédiens. Il y avait une dynamique et un humour que j'avais jamais rencontré ailleurs. Et moi, d'un seul coup, je vois au milieu de tous ces comédiens un mec que je trouve génial. C'est Coluche. Hé Titi, ouais. T'as droit de Ginette, toi? Oh non. Non, j'ai déjà essayé une fois, ça n'a pas marché, alors... On marche sur l'histoire comme ça, hein. Il avait un génie dans la vie, le génie du comique. Peut-être il n'y pensait pas à l'époque, mais il faisait rire tout le monde. Quand il arrivait dans n'importe quel bistrot, et les gens étaient tout de suite morts de rire. En fait, c'était rien, et il faisait exploser la salle avec pas grand-chose. C'est ça, les grands comiques. Le producteur Paul Lederman veut prendre Coluche sous contrat. Mais le comédien se méfie. Son univers, c'est le café-théâtre, avec un fonctionnement anarchiste, très loin du show business. Il a dit, j'ai rencontré un type qui veut me vendre comme un paquet de lessive, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, écoute, si tu te sens un paquet de lessive pendant un moment, essaye. Et il a essayé, quoi. Salut Coluche. Ça va et toi, ça va? Ça va, ça va, ouais, ça va, ça va. Pas mal et toi? Ouais, ça va. C'est bien ta cravate, t'as vu un peu? Ouais. C'est à partir de ça que les gros producteurs, les Roychiens, ils sont derrière. Ah, ils mettent de l'argent sur ton dos et que t'es lancé comme un paquet de lessive au risque de t'écraser comme un paquet de... comme un paquet. Mais l'envie de faire carrière est finalement trop forte. Coluche signe un contrat avec celui qui devient son producteur. Je n'ai pas fait 75 artistes, mais tous les artistes, ils savent que quand j'ai confiance, je vais aller jusqu'au bout et je vois chez eux ce que les autres ne voient pas. Coluche était incapable au début d'entrer à la télévision, de tenir longtemps sur scène, de rôder des sketchs. C'était vraiment une vision tout à fait amateur et rebelle du travail d'artiste, quoi. Et ça, Paul Lederman lui a vraiment appris ce métier. 19h58 10 secondes. Dans une minute... La carrière de Coluche décolle le 5 mai 1974. Nous sommes le soir du premier tour de l'élection présidentielle. François Mitterrand est en tête des votes devant Valéry Giscard d'Estaing. Et pour commencer, pourquoi ne pas appeler tout de suite le plateau 11? En attendant les interventions politiques, les artistes se succèdent à l'antenne. Parmi eux, Juliette Gréco, Charles Trenet et Jean-Jacques Debout. Il s'est trouvé que dans cette émission est arrivé Coluche, qui démarrait pratiquement. Toute la France est derrière son poste, et là il vient faire C'est l'histoire d'un mec. Et là je pense que c'est l'explosion de sa notoriété. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non? Non, parce que... Non. On avait la même loge où on se préparait, alors je le voyais mettre son nez rouge, puis je voyais qu'il tremblait un peu, je lui dis, t'as pas le trac quand même, t'as pas... Il m'a dit, oui, tu comprends, là toute la France nous regarde. Alors le mec, il y a de tout d'ailleurs. Alors le mec passionné, alors il dit, c'est pour aller voir, c'est la scène. Et rigolo, quoi. Charles Trenet, ça l'avait quand même un peu impressionné. Puis alors Charles était venu près de moi et puis il m'avait dit, c'était une sorte de Charlie Chaplin
qui a mis au point un personnage, tout comme Chaplin avait mis au point le personnage de Charlot, et Trenet s'est pas trompé. C'est Coluche. Il s'appelle Coluche. Et à ce moment-là, les ventes de disques, tout a explosé. Tout a explosé. Durant 4 ans, Coluche joue plusieurs spectacles à Paris. Il passe d'une scène à l'autre. On peut considérer qu'il est devenu une vedette de la scène en France. Mais c'est en 1979, au théâtre du Gymnase, qu'il va vraiment s'affirmer et battre tous les records. Il va rester plus d'1 an à l'affiche. Bon, on se calme. Et je connais le coup, hein. Les gens viennent, rigolent, après je dis des conneries, puis on dit c'est moi qui a dit, puis c'est de ma faute, hein. Parallèlement au music hall, Coluche se fait recruter pour animer une émission de radio sur RMC. C'était tous les matins, donc on avait 1 heure et on intervenait sur ce qu'on voulait. Une émission de radio, on va dire, impertinente. Coluche n'est pas seul à l'antenne. À ses côtés, son assistant Romain Goupil, ancien représentant de la jeunesse de mai 68, qui a choisi sa cible, le pouvoir en place. Ce qu'on voulait, c'était les diamants de Giscard, Giscard et les diamants, Bokassa. Ça n'arrêtait pas. Toutes les 2 phrases, il retombait dessus, il terminait, commençait par ça. Enfin bon, c'était infernal. Infernal pour la direction de Radio Monte-Carlo, au point qu'ils décident d'interdire l'émission, mais ils attendent la fin de la semaine. L'émission aura donc duré une petite semaine. Coluche le vit mal, c'est en quelque sorte sa première censure. Pour l'aider à rebondir, Romain Goupil lui propose très vite un coup de bluff, une idée qui va bouleverser sa vie dans les mois à venir. La seule solution pour que tu puisses parler librement et qu'on ne t'empêche pas de parler, qu'il n'y ait pas de censure, c'est de te présenter à la candidature ou à la présidentielle. Et là, Michel me regarde en disant « mais tu blagues et tout, c'est quoi cette connerie et tout ?» Je dis « mais si, Michel, tu peux. » Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle de 1981. Coluche finit par adhérer au projet de Romain Goupil, mais il veut absolument obtenir l'accord de son producteur. Et un soir, j'arrive chez lui, et il me dit « alors Polo, tu viens ou tu viens pas ?» J'ai dit si on le fait comme je veux, oui. Si on le fait comme tu veux, c'est non. Et il me demande combien de temps il me faut pour le préparer. Je lui dis, il me faut 15 jours. Et il me dit, bon, d'accord. J'ai plus de chances d'avoir des voix que les autres candidats qui se présentent, quoi. Paul Lederman prend la campagne électorale de Coluche en main et il va en faire du grand spectacle. Nous sommes le 30 octobre 1980, à 15h. C'est l'annonce officielle de la candidature de Coluche au présidentiel. Et comme tout homme politique qui se respecte, il a convoqué les journalistes. Salut tout le monde. Salut. Bonjour, salam. Tout le monde va venir voir, parce que les journalistes politiques, pour une fois qu'il y a un type avec un nez rouge qui leur fait une conf de presse et qu'on leur donne l'autorisation d'y aller, ils sont contents. Donc le gymnase est plein le jour où il fait sa conférence de presse. J'ai peur, si vous voulez, que le régime de Giscard soit appelé à prendre de l'ampleur et que tout le monde crie « Vive l'ampleur ». Au départ, l'annonce par Coluche de sa candidature est faite sur le mode comique. Et c'est compris, c'est interprété, au départ aussi, comme un canular, comme un gag et comme une publicité qu'il se fait à lui-même. Vraiment rien de plus. Ce qui nous intéressait dans notre folie, c'était de pouvoir avoir un minutage et de passer entre Mitterrand et Giscard d'Estaing et avoir Coluche au milieu et lui en train de raconter ses salades et en direct. C'était ça notre but final. J'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Coluche réussit son coup, les journalistes sont sous le charme, et dès le lendemain, il est l'invité du journal. Coluche, candidat à l'élection présidentielle. Monsieur Coluche, devrais-je peut-être dire aujourd'hui, qui avait hier organisé une conférence de presse, comme tout le monde, on pourrait dire. À mon avis, lui, il doit être partagé à ce moment-là en se disant, mais c'est pas possible qu'on me prenne
à moitié au sérieux, ou aux trois quarts au sérieux, ou complètement au sérieux. Il se retrouve aujourd'hui face à Daniel Grand-Clément et l'invité du crible d'Antenne 2. C'est à vous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous vous prenez au sérieux? Ah ben, c'est surtout vous qui prenez ça au sérieux puisque vous m'invitez. D'ailleurs, je vous en remercie. C'est plus un comique, c'est un clown différent. C'est un clown qui peut changer un tout petit quelque chose dans la société. Si les journaux en avaient pas parlé autant de ma conférence de presse d'hier et que vous ne m'ayez pas invité pour m'expliquer sur ce sujet, c'était pas sérieux. On ne considérait pas du tout ça comme une farce. On ne savait pas où ça allait aller, mais on ne considérait pas ça comme une farce. C'est vous qui rendez l'affaire sérieuse. Et je vous remercie encore une fois. Et Coluche ne va plus quitter la une des journaux. Les candidats dits sérieux ne sont pas encore déclarés, lui occupe seul l'espace médiatique. Alors eux, ils ne sont pas gourés, VSD, ils ont fait la couverture. Ça, c'est bien. L'Observateur, ils ont fait la couverture. Et le Point, ces cons-là, on leur a donné, regarde ce qu'ils ont mis de vieux. J'assiste étonné, voire médusé, à l'ascension apparemment irrésistible, dans un premier temps, de cette candidature. Et c'est dans sa maison de la rue Gazan, dans le 14e arrondissement, que Coluche, devenu l'agitateur public numéro 1, prolonge sa farce avec ses proches et ses amis. Maman, je passe à la division. Parmi eux, le chanteur Carlos. C'était un tel phénomène que les gens avaient envie de le rencontrer, envie de le connaître, et comme il était ouvert et qu'il disait toujours bah, viens à la maison, c'est vrai qu'il y avait du politique, de l'artistique, du littéraire. Ben, c'était la fête avec énormément de monde tous les jours. Il y avait table ouverte, jour et nuit. Il y avait quand même une ambiance de copains, enfin de rigolade et de pas trop prise au sérieux quand même. Pose ton truc, viens boire un coup. Nous, on est, je sais pas, moi, une trentaine de défoncés tous les soirs chez lui, et les uns et les autres sortent des petites phrases ou participent du programme qu'il note sur son dictaphone, et puis après, dans les vapeurs de l'alcool et puis de la fumée, le lendemain, il y a 2-3 phrases qui restent. Pendant ce temps-là, il est toujours au gymnase. Et on est allé de prolongation en prolongation. C'est le spectacle qui a le plus de succès en France. Et donc, c'est sur cette force-là, du gymnase, que dès qu'il va dire sur scène « je me présente », ça va avoir un écho très fort. J'espère que vous allez voter pour moi. Ça tombe très bien, je me présente pour vous. On sentait, sans que ce soit encore quantifié, on sentait qu'il y avait quand même un mini-phénomène qui se produisait. À l'époque, Michel Chiffre est le rédacteur en chef du Journal du Dimanche. Il commande alors un sondage. Les résultats sont publiés à la une du numéro du 14 décembre 1980. Avec 16% d'intention de vote, c'est le tournant de la campagne de Coluche. Et à 16%, c'est une bombe pour tout le monde. Coluche ne peut plus être considéré comme un amusement, mais doit être vu comme un phénomène politique. Forcément qu'on se prend au jeu, puisqu'il y a des milliers de personnes qui le suivent. Alors tout d'un coup, bon, on se dit, attends, oui. D'une part, c'est une farce, mais c'est en même temps une farce qui va rencontrer des vraies revendications et qu'à un moment donné, on ne pourra pas ne pas prendre au sérieux. Coluche. Là où ça devient plus drôle du tout, c'est quand Michel, après les 16%, va commencer lui-même à prendre ça au sérieux. Ce qu'il faut, c'est montrer aux hommes politiques. À mon avis, la leçon est beaucoup plus profitable aux gens de gauche qu'aux gens de droite. La leçon, c'est que il y a tout un tas de gens en France qui étaient prêts d'abord à voter pour eux d'habitude et qui sont prêts à voter pour moi au premier tour pour montrer qu'ils existent, tout simplement qu'ils existent. C'est quand même un drôle de problème pour le public d'être obligé de montrer aux dirigeants qu'on existe. Vous trouvez pas? Il a ce mot d'ordre, tous pour rien pour tous. C'est une blague, mais une blague que je trouvais pas trop drôle. Et la rue Gazan devient alors moins festive. Chez Coluche, on rit moins et on ne parle plus que de politique. Nous, on allait souvent chez lui, on a senti le changement d'ambiance au fur et à mesure. C'était très particulier. N'oubliez
imaginez qu'il a quand même sur l'audience, sur le fait que ce soit un personnage public, une influence qui peut jouer sur 1 point, 2 points. Mais c'est énorme, cette époque-là. Ça devient un enjeu. Et il comprend bien que ça devient un enjeu. Un enjeu que les partis politiques eux-mêmes vont très vite ressentir. Le PS se rend compte que la candidature de Coluche risque de leur poser problème s'ils ne la contrôlent pas. Je crois que c'est Attali qui le convaincra que cette candidature n'a que trop bien réussi et qu'elle risquerait d'être nuisible à la gauche. C'est bien Jacques Attali, l'influent conseiller de François Mitterrand, qui va approcher Coluche au mois de décembre 1980. Cela se passe au cours d'un dîner chez lui. Coluche a accepté l'invitation. Il s'y rend avec son ami, Jean-Michel Vaguelzi. Et Attali qui en fait envoie le discours à Coluche qui est simple. C'est pour l'instant vous vous plaignez d'un certain nombre de choses. Si Mitterrand est élu, je vous jure que vous n'aurez plus de raison de vous en plaindre parce que tout ce que vous demandez, on va le faire. Et très vite, au fil du dîner, Coluche rassure le conseiller de François Mitterrand. Il m'a dit, je ne veux pas être candidat, j'ai zéro signature, je n'ai aucune envie de nuire à François Mitterrand et je veux tout faire pour battre Valéry Giscard d'Estaing. Point. La gauche est alors rassurée. Mais la candidature de Coluche dérange toujours, à droite, et en particulier, le pouvoir en place. Car la plaisanterie commence à décrédibiliser les institutions. Vous imaginez, là, quand il y a les 4 présidentiables et que lui, il arrive à poil avec une plume bleu, blanc, rouge dans le cul, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. J'ai reçu des coups de téléphone comme quoi je mettais la République française en danger. Et tous les moyens pour écarter Coluche sont employés. Il est d'une part l'objet de la surveillance attentive des renseignements généraux, de l'intérêt du ministre de l'Intérieur de l'époque. Viendra alors le temps des menaces. Il reçoit effectivement des lettres de menaces qu'il prend au sérieux, mais tout d'un coup ça commence à ne plus être du jeu. Quand il s'est aperçu d'abord qu'il était interdit partout, il y a eu des chantages incroyables pour qu'il passe plus à la télé, donc il pouvait même plus faire ses sketchs. Le fait, bon, il y avait plein de flics chez lui, à la porte, dedans, dehors. Enfin, c'est devenu pesant, quoi. Très très pesant, plus marrant du tout. On voit bien que de temps en temps, il y a des pneus crevés aux voitures. On voit bien que devant chez lui, il y a une camionnette avec des rideaux. On rigole même. On voit une camionnette vraiment pas discret, une camionnette avec des rideaux. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pour. Stéphane Collaro, il est dans quel état d'esprit, Coluche? Il commence à y croire, à cette candidature? En fait, oui, ça a surtout inquiété beaucoup la classe politique et la presse. Et la presse, parce que la presse le recevait au début, parce que c'était très drôle, effectivement, cette conférence de presse, tout ça, ça fait beaucoup rire, et puis, à un moment donné, beaucoup moins. Ça veut dire que les patrons de presse refusent de recevoir Coluche et donnent les instructions, quoi. C'est pas beaucoup moins. C'est à un moment donné plus du tout. Plus du tout. C'est à un moment donné boycott total sur les radios, sur les télés. Et vous prenez votre téléphone et vous vous dites, je vais lui passer un petit coup de fil, je vais lui proposer quelque chose? Bah évidemment, parce que évidemment, je vais pas dans le même sens que tout le monde. C'est un petit peu dans ma nature. Et en fait, oui, je l'ai appelé tout de suite en disant, écoute, puisqu'il y a plus grand monde autour de toi, franchement, si je peux être là, ce sera avec plaisir. Alors vous faites Collaro Show sur Antenne 2. On fait une grosse bêtise. Comme Coluche était interdit à la télé, on réalise une séquence avec Coluche, président de la République. Alors c'est ça, il est au bout de la table, il est en président de la République, c'est un conseil des ministres en fait. C'est un conseil des ministres à la Coluche, il y a tous les ministres en salopette et parlant comme Coluche. Alors vous enregistrez ça, c'est dans la boîte, et puis d'un coup ça devient beaucoup plus compliqué. Tout à coup, si mes souvenirs sont bons, on reçoit un coup de téléphone de la chaîne en disant interdiction de passer ce sketch. Et honnêtement, en une vingtaine d'années de Collaro Show, etc. C'est la première fois. C'est la seule fois. La seule fois. C'est la seule fois où on était victime d'un acte de censure, disons brutal. Alors j'appelle le PDG de l'époque, qui était un politique, je crois que c'était Maurice Ulrich, je crois, qui me dit pas question. Et moi, matamor, je dis bon écoutez, si c'est comme ça, si on passe pas le sketch, on démissionne. L'émission, elle faisait un tabac à l'époque. Et il me dit démissionner.
Et là-dessus, je dis, écoutez, je crois que je vais vous prendre au mot, j'appelle Coluche, je raconte l'histoire, et il me dit, attends, fais pas le con, t'as quand même toute l'équipe, dans mon équipe, il y avait beaucoup de ses copains intimes, et il me dit, attends, remets pas tout le truc en question, etc., laisse tomber. Donc c'est lui qui m'a conseillé de laisser tomber. Mais c'est vrai qu'on a failli aller au clash pour une sottise pareille, parce que le sketch, c'était 3 fois rien. Coluche dérange, on le voit bien, et les inspecteurs des renseignements généraux ne vont pas s'arrêter de décortiquer la galaxie Coluche. On cherche à lui nuire en diffusant par exemple, regardez cette photo de lui, il a 19 ans, photo issue d'un rapport de police, un rapport évoquant un petit cambriolage. Coluche est un vrai gangster, il faut reconnaître, il avait à l'époque volé quelques rasoirs mécaniques, un coupe-papier et un porte-clés. Mais c'est finalement un vrai fait divers bien plus grave, la mort d'un homme qui va tout d'un coup cette fois vraiment parasiter sa campagne. Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec 2 balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne. René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. À ce moment-là, tous ceux qui sont contre la candidature de Coluche vont utiliser cet événement pour chercher à faire un amalgame entre la mort de René et la candidature de Coluche, comme si Coluche était quelque part un être malsain, puisque dans son entourage on meurt. Ça n'en a rien à voir avec votre récente candidature aux élections. J'espère que non. J'espère que non, parce que si des gens qui sont des professionnels de la politique agissent comme ça vis-à-vis des candidats, ça va leur retomber sur le nez, parce que j'ai pas l'intention de me taire si je le sais. Au début, il est dans la rubrique spectacle, ensuite il passe dans la rubrique politique, et puis là, avec l'histoire de la mort de René, il est dans la rubrique faits divers. Et on ne parle plus de lui que dans la rubrique faits divers. Et le Derman qui commence à s'inquiéter en se disant « Oh là là, ça devient tellement sérieux que ce que je voulais pas est en train de risquer de se passer. » C'est-à-dire qu'il va y avoir un mot de trop qui fait qu'il va se fâcher définitivement avec la moitié de mes futurs spectateurs. Et là, il était inquiet. Paul Lederman n'est pas le seul à s'inquiéter. Coluche lui-même cherche un moyen de mettre fin à cet épisode qui a trop duré. Ce sera au théâtre du Gymnase, là où tout a commencé. Le 15 mars 1981, il organise une nouvelle conférence de presse. Énorme curiosité, l'orchestre du Gymnase est plein, on attend ce que va dire Coluche. Ça fait 2 mois que je suis interdit en tant que candidat, évidemment dans les émissions de radio et de télévision, et 2 mois aussi que je suis interdit dans les émissions de radio et de télévision en tant qu'artiste de variété, alors qu'on n'interdit pas par exemple à Chirac d'être maire de Paris sous prétexte qu'il est candidat à la présidence de la République. Donc il faut d'une manière comme d'une autre que ça cesse. Donc tout le monde vient à la conférence de presse et dit c'est marrant, il suffit que je dise j'arrête pour que vous soyez à nouveau là. Une fois que les journalistes sont dans la conférence, il dit non, en fait j'ai dit ça pour que vous veniez, mais en réalité j'arrête pas et je commence une grève de la faim. À partir de ce repas, j'entame une grève de la faim, mais je pourrais vivre sur les réserves, qui se terminera lorsque j'aurai pris des dates pour faire 2 émissions, une à la radio, une à la télé, qui concernent la politique. Ça faisait quand même déjà plusieurs temps qu'on sentait que bon, c'était plus tout à fait son truc, quoi. Il y a ici un huissier et un médecin qui vont suivre ma grève de la faim. Dès que j'aurai fini ce repas, je commence. Et avec Lederman, Vagelzi et Michel, ils ont continué jusqu'à une faillite absolue qui est cette fausse grève de la faim, c'est cette fin lamentable et de se crier à la censure, et alors que simplement la campagne réelle commençait. Donc il n'y avait plus besoin d'un clown, on le savait. Tout d'un coup, on se rend compte que c'est moins drôle. C'est moins drôle, c'est plus lourd, c'est plus pesant. Et cette grève de la faim ne durera finalement que quelques jours. Et un soir, je lui ai dit on arrête. T'as besoin de te reposer, t'es fatigué, il vaut mieux qu'on arrête. C'est moi qui prends la décision. Et à ce moment-là, Paul Lederman décide de faire un arrêt par un passage dans une clinique. Coluche a eu du mal à tourner la page de cette campagne présidentielle. C'est donc un homme blessé qui va devoir affronter au même moment une épreuve plus intime. En même temps de ça, il vit, lui, une rupture sentimentale. Il y a la séparation, il se sépare de... Enfin, sa femme le quitte. Donc, à ce moment-là, il va quand même tomber dans une dépression. Je suis une nature excessive et que si je fais un truc, je le fais trop.
10 ans de vie commune, Coluche et sa femme se séparent. L'échec de sa vie de famille est pour lui la plus terrible des épreuves. Michel était particulièrement sensible, donc séparation comme ça l'a forcément touché et je pense déstabilisé, parce que Véronique était quand même quelqu'un qui stabilisait un peu la chose. Avant même la campagne, il avait 36 activités. Et tout d'un coup, le vide. Le chagrin et le vide. Et là, je pense qu'à peu près à ce moment-là, il commence à tomber dans les drogues. Les drogues un peu dures. Comme Coluche fait tout à fond, il pouvait être forcément que aussi violent, brutal, dans la descente que dans la montée. À l'époque, il commence à tomber dans l'héroïne et que je le vois dans des états... Je sens une détresse d'une puissance aussi puissante qu'il est capable d'être quand il est fort. Et je vois ça et là j'ai peur parce que je me sens pas de taille à l'aider. À l'époque, Coluche rencontre une jeune femme, elle s'appelle Fred, elle a 20 ans. C'est avec elle qu'il va s'enfoncer dans un autre monde. Mais on ne prenait pas tant que ça. Bon, ça peut sembler énormément pour certaines personnes, mais c'était en tout cas toujours la même dose. Moi, j'avais du mal à lui en parler. Bon, des fois, quand c'était lui qui m'en parlait, moi, je répondais. On en discutait un petit peu, mais c'était rare parce qu'il ne me parlait pas trop de ça. C'était vraiment quelque chose de très personnel et de très... C'était pudique à ce niveau-là, au niveau des sentiments. Extrêmement pudique. Extrêmement pudique. Vous savez, c'est Peter des gens pauvres. Voilà, vous êtes élevés, il ne faut pas montrer qu'on a mal, qu'on souffre. Non, jamais. Entre Coluche et son producteur, les relations se dégradent. Et l'artiste met fin à leur collaboration. On s'est beaucoup engueulé, et je ne supportais pas qu'il se drogue. Je ne supportais pas, et je me battais vraiment pour qu'il se drogue pas. C'est terrible ce qu'il était devenu. C'est terrible, il n'y avait plus rien de Coluche. C'est un être humain gâché. C'est un être humain gâché, mais quelle déchéance. À ce moment précis, Coluche s'éloigne peu à peu de ses anciens amis. Les fêtes de la rue Gazan ont moins d'éclat, et lui perd son inspiration. À mon avis, ce qui était dur pour lui, c'était de sentir que sur le plan création, il n'y arrivait plus. Je pense, parce que pendant longtemps, il n'a rien fait de nouveau. Il essayait de réécrire des trucs et il n'y arrivait pas. Il était vidé. Il était vidé. C'est que tout d'un coup, lui qui était toujours à l'heure, toujours ci, toujours ça, tout d'un coup, il lâche. Il lâche. Il faut dire, bah attends, viens, on y va. Oh, attends, quoi. C'est pas lui. Lui, c'est un type, et il vous engueule si vous avez 2 minutes en retard. Quand il a un rendez-vous, il arrive un quart d'heure avant l'heure. Enfin, c'est une bête de précision, d'efficacité. Et là, tout d'un coup, c'est un homme qui lâche. Et ça va durer 2-3 ans. Une farce électorale qui finit mal, l'échec de son couple, et puis en juillet 1982, c'est un autre drame qui va à nouveau le fragiliser. La mort de l'acteur Patrick Devers cet après-midi à Paris, il s'agirait d'un suicide. Ça l'affecte énormément. C'était un ami, mais vraiment très très proche. Ça l'a beaucoup affecté, c'était quand même un 9e de notre groupe. L'amitié entre Coluche et Patrick Devers remonte à 1969. À l'époque, ils faisaient ensemble leur début au Café Théâtre. Et pour Coluche, la mort de son ami est d'autant plus terrible qu'il se sent en partie responsable de son suicide. La mort de Patrick a dû plus le toucher, d'autant plus que je crois que c'est lui qui lui avait offert son fusil. Mais quelle idée d'offrir un fusil à Patrick, qui était vraiment la personne qui avait le moins envie au monde de toucher un fusil. C'est curieux.
Coluche est alors au plus mal et ses proches s'inquiètent. Le soir, il était mal, quoi. Il était mal. Il était prêt à sauter le pas. Pratiquement, enfin pas. Il était malheureux. Il vivait mal cette période. Et il parlait suicide, souvent. Il parlait suicide à 2h, 3h du matin. En vrai, au téléphone. Il allait mal, oui. Souvent, on pensait qu'il pouvait passer à l'acte. Et c'est au cœur de cette période que Coluche va se retrouver sur un plateau de télévision. L'émission s'appelle Droit de réponse, le plateau polémique de l'époque. Elle est en direct et le thème choisi, peut-on se débarrasser de Coluche? Salaud! En piteux état. Laissez-moi leur casser la gueule. Ce soir-là, c'est un comique pathétique qui va apparaître au grand jour. Et ben voilà. Jean-Michel Vagelzi fait partie de la bande. Il l'accompagne. Il arrive habillé en Zorro, avec ses enfants, avec nous tous. Moi, je me souviens, on est habillé en agent secret, etc. De charmantes personnes l'accompagnent. Il y a aussi Fred Romano, sa compagne, et il a même emmené ses deux fils, Romain Il ressemble à Coluche, je trouve. et Marius. On n'avait pas le droit d'amener sa famille Quelque chose déjà? Je sais plus, Marius a dit une connerie sur Zorro et il venait de s'acheter une panoplie de Zorro. Alors donc ça a été, ouais, on y va tous en Zorro. On est passé par une boutique de Fessé à Trappes et on a acheté des panoplies de Zorro pour tout le monde. Malheureusement, et chacun le sait, la rigueur que nous impose aujourd'hui la mauvaise gestion des conjonctures internationales ajoutées à la mauvaise toile. Ce soir-là, sur le plateau, il y a aussi le journaliste Dominique Jamais. Ça ne m'amusait pas du tout. Il n'était pas d'humeur à laisser l'émission se dérouler normalement. Bon, je crois qu'il avait bu. Peut-être même avait-il mélangé quelques cachets de je ne sais quoi avec l'alcool. Enfin, il a foutu l'émission en l'air. Donnez-nous encore du pognon. Il y a jamais là, il comprend. Ces gars grattent, quoi. Il a plus la vista. Il y est pas, quoi. Il n'habite pas Coluche. C'est pas que c'est plus Coluche, c'est Coluche en manque de quelque chose. C'est Coluche dans son aspect le plus émouvant et pathétique. C'est trop facile, ce que fait Coluche. Ici, il doit rien à personne, de toute façon. Et tant qu'il trouve des cons pour payer, il aurait vraiment tort de te gêner. Le principe de l'émission était de mettre Coluche face à ses détracteurs. Le comique est déjà à terre et ses adversaires du soir vont s'enfoncer dans la brèche. Parce que... Attends, laisse tu parles. Laisse tomber, tu parleras après. Pourquoi être agressé par tous ces gens? C'est un guet-apens, quoi. Ce que j'appelle des émissions de télé guet-apens, quoi. Et ça, faut mieux les éviter, quoi. À l'époque, Jean-Yves Lafesse est animateur de Radio Libre. Il est invité sur le plateau pour parler de Coluche, et le voyant ainsi pris à partie, il commence à s'inquiéter. Je me suis fait un film et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je l'empêche de faire une connerie. Et donc, mon idée était de presser de questions, de ne pas le lâcher. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des conneries en direct. Hein. Il y a des gens qui sont capables de tout en direct. Avec la dope ou l'alcool ou n'importe quoi. Et moi, Coluche, je voudrais te dire quelque chose en face. Oui. Ton humour ne me fait plus rire. Je vais dire simplement une chose aujourd'hui, c'est que tu es maintenant considéré à mes yeux, et aux yeux des gens qui ont mon âge, comme un produit du showbiz. Et je suis désolé, mais ton humour est très très corpo. Ce soir-là, Jean-Yves Lafesse pensait aider Coluche. Mais en tenant ses propos, il va le blesser plus que tout le monde. Ah oui, il a osé toucher il l'a touché, quoi. Il lui a dit, t'es plus drôle. Mais c'est vrai que ce jour-là, il était plus drôle. C'était très facile, quoi. J'ai envie de dire, la bête était au sol. Et puis on lui dit, pourquoi tu te lèves pas? Il pouvait pas se lever à ce moment-là. C'est interminable. Je sens Coluche qui est très mal, qu'on a marre, qui va se barrer. J'ai décidé qu'aujourd'hui, comme personne ne m'aime, et que normalement, donc, c'est pas normal, puisque tout le monde devrait m'aimer vu que je suis un rigolo, je vais donc me suicider devant vous, voilà. C'est des balles à blanc. Il est bon dans les navets. Voilà, il a rien à dire en fait. En fait, t'es un potion, il a rien à dire. Je me bats avec le curé, moi je vais me le faire. Il s'est vendu en fait. Coluche, allons. Dégonflé, potion. Je regrette pas, c'est pas l'émission, c'est lui, le voir
faire n'importe quoi, ne plus s'appartenir, ne plus se contrôler, c'est très difficile. Hein. C'est pas que pendant l'émission, c'est avant l'émission, c'est après l'émission. C'est le lendemain qu'on m'a dit, mais vous savez, il est vraiment dans une telle crise, il est vraiment dans une telle détresse, dans une telle dépression, ne lui en veuillez pas. Il avait l'air comme ça de crâner, il a fait le fanfaron, il a fait le malin, mais après il a pleuré toute la nuit. J'en suis sûr qu'il a pleuré. Non, j'en suis certain. Je suis complètement, intimement convaincu que c'était quelqu'un d'extrêmement sensible. Une grosse éponge. Jacques Séguéla, vous êtes également là, ce soir-là, sur le plateau de Droit de réponse. Elle a donc été dure, très dure quand même, cette émission. On sent bien qu'il s'affaisse progressivement, il essaie de garder la main, il la perd. Il est très mal à l'aise et surtout, il est l'ombre de lui-même. Il n'a aucun talent, il ne fait rire personne et le plateau est hostile. Comme une sorte de vengeance. Ah bon, tu es Coluche, finalement tu nous en as mis plein la gueule puisque tu nous as ridiculisé, nous tous les Français avec moi. Eh bien alors, on va sonner la lalie. Je ne savais pas qu'à l'intérieur, il brûlait, il se consumait. Je l'ai su le lendemain quand je suis allé le voir chez lui. Quand vous venez le voir, le lendemain, il a ce masque de la tristesse. Il a ce masque de la tristesse, mais sur son trône. Comme s'il avait... Alors, évidemment, tout le monde est autour de lui, tout le monde a regardé l'émission, et c'est bien que ça s'est mal passé, mais personne n'ose le lui dire. Il est là, mais dans le regard, dans son regard de clown triste, c'est toute l'humanité du monde qui était à l'intérieur, ça se sentait. Coluche est donc à terre, fatigué, en manque d'inspiration, il ne peut plus aller sur scène, finit donc les one-man shows, il choisit alors le cinéma plus facile, selon lui. Pour le grand public, Coluche va bien, il fait rire, et ça marche. L'artiste en public porte toujours son masque, celui du clown, encore et toujours. Depuis la rupture avec Paul Lederman, Coluche s'est trouvé un nouveau mentor, le producteur Claude Berry. Il lui ouvre les portes du cinéma populaire. Coluche enchaîne alors les tournages, et ses films réalisent tous des millions d'entrées. Mais c'est sans vraie passion qu'il fait ce nouveau métier. C'est même pas lui qui lit les scénarios, il est fait lire par des copains à lui qui sont Didier ou Ludo. Il demande sur un scénar, c'est où? Ah, ça va être bien, c'est où? C'est au Mexique? Ah ouais, ça va être bien, ça va être dans des îles, ah oui, c'est là, etc. Pour lui, le cinéma, c'était des vacances. Hein. C'était plus simple que le one-man show, où, bon, il y a un vrai truc à trouver, un rythme, déclencher les rires. Et il n'y va que pour gagner de l'argent, payer ses dettes et s'amuser avec les copains. Il cultive une certaine désinvolture. Je dis il cultive parce que, comme c'est pas un homme qui est profondément et naturellement désinvolte, il fait quand même le boulot. Mais il fait le service minimum. Coluche aurait pu continuer des années à jouer la comédie. Mais en 1983, on va lui proposer le rôle qui le marquera à jamais, le rôle de sa vie, dans Ciao Pantin. C'est incroyable, on doit l'idée, semble-t-il, à la lecture d'un roman policier, d'un garçon qui s'appelle Spielmacher. L'histoire est tellement bien racontée, elle est tellement touchante. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a peu de personnages, c'est clair, c'est lisible, c'est touchant. Ça peut se passer aujourd'hui, ça peut se passer il y a 30 ans, ça peut se passer dans n'importe quel pays. C'est une histoire universelle, c'est formidable. Claude Berry est convaincu, il faut maintenant décider de Coluche, et c'est Christian Spielmacher qui en parle d'abord à sa compagne. Il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Tu crois pas que ça pourrait être un rôle pour Michel? Et puis tu trouves pas que ça ressemble beaucoup à votre histoire? Moi je lui dis, je sais pas si ça ressemble beaucoup à notre histoire, mais bon, en effet, c'est une jeune fille un peu paumée, avec un mec qui était un peu en train de sortir de sa merde, etc. Bon, on peut trouver des... Mais pourquoi pas, ok, je ferai lire à Michel et tout.
il a voulu le faire, et il a suivi. Et puis, j'étais pas tout seul, Claude Berry donc voulait. Et puis on était toute une bande autour de Michel, puisqu'on avait nous envie autour de lui, il a dit bon j'y vais. Un rendez-vous est alors organisé avec Claude Berry, producteur et réalisateur du film. Coluche a deux amis, l'un est maquilleur, l'autre coiffeur. À eux deux, ils vont devoir inventer un nouveau visage, faire oublier Coluche et faire naître un certain Lambert, le héros de Ciao Pantin. Ah, le rôle de Lambert, c'était... On était rue Gazan, c'était l'après-midi. Quand on a travaillé avec Ludovic, on a cherché une coiffure. Des cheveux un peu gras, les cheveux à l'arrière, une peau un peu luisante. On a pris un crayon noir, un espèce de crayon pour les yeux. On lui a fait des pâtes, les fameuses pâtes côtelettes, on appelait ça. La petite moustache très fine à la Dario Moreno, et puis l'affaire était faite. L'affaire était faite, ou presque. Il fallait maintenant découvrir ce que ce visage allait exprimer devant la caméra. Nous sommes le 2 mai 1983, à Paris, dans le 18e arrondissement. Toute l'équipe du tournage s'apprête à tourner la première scène du film. Derrière la caméra, Claude Berry. Le premier plan où on voit Coluche, je voulais commencer avec lui de dos. Et Anconina rentre. Salut, monsieur. On parle? Et à un moment donné, il se retourne, il tourne le dos à Anconina, il se retrouve face caméra. Et là, j'ai eu un choc, une émotion incroyable. C'est vrai que la première projection des Rushs, il y avait un coup de poing dans nos gueules, là, je veux dire, c'était fort. On sent qu'on fait quelque chose de beau, quoi. Tout le monde, tous les gens qui participaient au film, tout le monde était intéressé, était dans le film, quoi. Ah, il y avait une atmosphère, bien sûr. Ça correspondait aux personnages, ça correspondait à l'histoire. On a tourné dans des petits quartiers que les gens du 16e ne fréquentent pas. Donc c'était toute une aventure. Coluche et Lambert, il porte le film en lui. Et les proches de l'acteur, présents sur le tournage, ont conscience qu'il s'agit bien plus que d'un rôle. C'est son propre désespoir qu'il livre au réalisateur. Il joue Lambert. Même presque trop, il est Lambert. Il s'est servi peut-être d'éléments de sa vie qu'il était en train de supporter à ce moment pour jouer Lambert, quoi, pour être Lambert. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a été vraiment, quoi. Il m'a fallu ça pour comprendre. Après, ma femme s'est tirée. J'ai arrêté d'être con. Mais je suis mort, voilà. Il a fumé des pétards et ça lui a donné cette espèce de regard lourd, les yeux injectés de sang, ses cernes très forts, puis c'est ce côté un peu bouche pâteuse, difficulté d'articulation, etc. Et ça l'a aidé. Je vends de la canne. Tu déconnes. Il arrivait que dans une scène très émouvante, on tournait un plan, et à un moment donné, le temps de préparer le plan suivant, il s'écoulait une demi-heure, trois quarts d'heure. Son visage ne le raccordait plus comme dans le plan précédent. Alors il me disait, t'en fais pas ma poule, je vais te le faire ton raccord. Il partait dans sa loge 5 minutes, il fumait un énorme pétard, et il revenait, il était bouleversant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la drogue? Pas, non? Quoi, c'est un joint? Un joint? Ça commence par un joint, on sait comment ça finit, hein? Mais ça va pas la tête ou quoi? J'ai eu le pressentiment qu'il aurait le César du meilleur acteur, et j'ai fait changer la date de sortie pour qu'il puisse concourir au César en mars 84 et non pas en mars 85. Le gagnant est Coluche pour Ciao Pantin.
Ciao Pantin, c'est un face-à-face entre deux hommes et en présence d'une femme. Et cette jeune femme, c'est vous, Agnès Soral, qui l'incarnez. Cette jeune femme, la punk. Est-ce qu'il vous faisait part de son mal-être ou est-ce que ça transpirait? Il y avait des moments où il était, effectivement, il y avait des éléments comme dans chacun, et il y a des moments de la vie où on n'est pas très bien. Je pense qu'il regrettait beaucoup ses enfants, de vivre avec ses enfants, et il était en train de se poser des questions, comme tout homme se pose des questions à la quarantaine. C'est sûr que la défonce, moi il me disait, j'ai attendu 40 ans pour me défoncer, ça va, ça fera moins de dégâts quand je vais m'arrêter que ceux qui ont commencé jeunes. Alors, s'est-il servi de la défonce pour jouer ce personnage ou ça a coïncidé? C'est vrai qu'il était avec Fred Romano, qui était extrêmement défoncé. C'est dommage d'ailleurs pour elle, parce qu'il aurait pu l'influencer d'une autre manière. Et là, il était dans une passion amoureuse un peu destructrice, qui était... Ils étaient vénéneux l'un pour l'autre, personne n'était coupable. Hein, mais vous avez partagé plusieurs semaines avec lui. C'est plusieurs mois. Dans quel état d'esprit il était avec vous? Il était, il y avait une complicité qui s'était... Moi, on avait un tic commun. Ça, c'est parce que je suis partie très tôt de chez mes parents et la nourriture était importante. Et on a découvert que quand on allait chez des gens, il fallait absolument qu'on aille voir ce qu'il y avait dans le frigo. Et donc, on s'est retrouvés en fait dans une vraie pathologie, c'est la peur de manquer, la peur d'avoir faim. La nourriture, le manque, la pauvreté, voilà peut-être les racines d'un combat à venir pour lui. Mais pour le moment, Coluche va tourner une page importante, celle des années sombres. Coluche rentre dans la légende du cinéma français. Et son César va clore un cycle. Coluche a décidé de sortir de la drogue. Je le vois arrêter, moi, il n'y a pas un jour où il va me dire « ça y est, j'ai arrêté ». Hein. Si, ça arrive des fois, ça y est, j'ai arrêté. Mais si vous voulez, c'est toute une démarche où il utilise plein de moyens parce qu'il a décidé dans sa tête qu'il va sortir de ça. Il a prêté une oreille à des conseils différents, il a retrouvé Lederman sans avoir envie de lui casser la figure, vous voyez. De nouveau, il s'intéressait à ce qu'il était, au public, il a envie de nouveau de partager, il était très drôle. La page noire était en train de se tourner. C'était une résurrection. C'est vrai que c'est plus facile d'en prendre que de s'arrêter, dans tous les cas. Après 4 années de séparation, le producteur et l'artiste se retrouvent pour travailler à nouveau ensemble. Et pour le comeback de Coluche, ils choisissent une émission de télévision, la plus populaire de l'époque, Le Jeu de la Vérité, Monsieur Coluche, présenté par Patrick Sabatier. C'est une émission que tout le monde regardait, parce que tout le monde voulait connaître la vie de leurs vedettes. C'est vraiment de très loin l'émission qui marchait le mieux. Coluche va devoir répondre en direct à toutes les questions du public. Et ce soir-là, il a décidé de tout dire, sans tabou. Vous êtes prêts? de dire donc toute la vérité, rien que la vérité, et de lever la main droite et de dire je le jure. Je le jure. Et même je vais vous dire, faites bien attention avec vos questions, parce que je vais la dire, la vérité. C'est une évidence que d'à partir du moment où Coluche participe au jeu de la vérité, c'est évident que c'est le jeu de la vérité. Sinon tout ce qu'est Coluche depuis qu'il a commencé n'a pas de sens. Et Coluche va aller beaucoup plus loin que n'importe quel artiste. Sa réponse à une question sur la drogue surprend tout le monde. Vous avez connu le monde de la drogue. Oui. Qu'en est-il actuellement pour vous? Ah ben, vous savez, moi j'ai goûté exactement à tout ce qui existe. J'ai mis le nez dedans et puis après j'ai mis la tête, j'en ai eu plein les oreilles, voilà. Il n'a pas été chez les curés au confessionnal, il l'a fait devant tout le monde. Il a raconté, voilà, j'ai été comme ça, j'ai fait ceci, cela, ça c'est pas bien, ça c'est bien, et tout le monde est au courant. Maintenant je veux me remettre à travailler. J'ai arrêté la drogue à un moment où j'allais y jouer ma vie et ma carrière, et que j'ai pas eu envie de ça. Au moins il a eu la franchise de le dire. À cette époque, c'est vrai que les gens n'en parlaient pas. Hein. Mais bon, il fallait s'appeler Coluche pour le dire. Dans l'entourage de Coluche, on est rassuré.
Son retour est réussi et l'audience confirme qu'il est toujours populaire. Après l'émission, donc on s'est tous retrouvés. Coluche, c'est quand même un artiste. Et il avait quand même son ego. Il voulait savoir s'il avait fait plus de sondages que les autres. On a fait 43%. C'est-à-dire qu'on a écrasé... Bon, il y avait moins de chaînes à côté, mais on a écrasé tout le monde. Et là, ça y est, on était sur un chemin et il avait moins peur. Il était un peu plus confortable. Il s'est remis à travailler. Et ce que Coluche veut avant tout, c'est retrouver la radio. Il va donc voir son ami Philippe Gildas, qui est le directeur des programmes d'Europe 1. Il est arrivé et c'était le Coluche que j'avais connu moi 6 ans plus tôt. Il a eu une pêche incroyable, il avait retrouvé toute sa tête, toute sa vitalité. Ils n'obtiendront que de remplacer Drucker, Michel Drucker qui prend à Europe 1 ses vacances. C'est vrai qu'on a d'abord fait un mois d'essai, mine de rien, pendant tout le mois de juillet, et on a su dès le premier jour que c'était le vrai Coluche qui était revenu. Coluche, c'est à toi. Ça y est, c'est à moi. Ah ben tu vois, on n'entend pas. Sans me prévenir, sur le trottoir d'Europe 1, rue François 1er, il a quand même fait décharger 2 mètres cubes de sable, il a mis dessus une petite chaise, un parasol, et puis il a fait son émission en direct du trottoir. Voilà, alors on est en direct du tas de sable devant le 26 bis rue François 1er à Paris, donc du côté du 8e arrondissement, je crois. Pour moi, c'est un souvenir comme si le soleil revenait, quoi. C'est le soleil qui revient, voilà, on repart. Nous voici de retour, comme on dit. Et alors, je voulais prévenir d'abord que ceux qui croiraient que je reviendrai pour me faire encore virer se gourent. Enfin, si, je viens pour rester un petit peu. Après son renvoi d'RMC en 1981, Coluche veut relever ce challenge. Il doit prouver cette fois qu'il est capable de tenir une émission. Il revenait, il fallait qu'il se refasse une image. Hein. Donc ça c'est vrai que il avait très bien compris cela. Après le mois d'essai pendant l'été, à partir de la mi-août, il est rentré dans la tranche d'après-midi, et là, il est devenu la grande émission qu'on a eue. Allô? C'est ici, oui. Les après-midi, c'était désertique, il n'y avait personne. Donc l'arrivée de Coluche, là, 16h30, 18h, c'était pour nous une bénédiction, quoi. Et c'est vrai que ça a marché du feu de Dieu. C'est un mec et ses 3 potes. Il y en a un, il dit, écoute, voilà, moi j'ai déjà 10 garçons, j'en fais encore un, je fais l'équipe de foot. Ah ben l'autre, il dit, tu vois, moi j'ai 17 filles, j'en fais encore une et je fais un golf. Ouais, oui, mais bon... J'avais ce rôle de faire attention à des débordements. Il m'a dit, je vais te donner un poète-poète à l'antenne, et si je déborde, tu feras poète-poète, je m'arrêterai. Et avec ce poète-poète, ça a très bien fonctionné. Coluche est désormais en position de force à la radio. Mais depuis sa mauvaise passe, il a changé. Il réfléchit d'ailleurs à autre chose, à une autre manière de se servir de sa notoriété. Il était allé au fond du trou, il remontait, il avait pris conscience qu'il avait encore beaucoup de choses à faire. Et il avait envie d'être humain, qu'il était profondément. Coluche ne veut plus se contenter d'être un clown. Et il ne supporte pas qu'en France, certains ne mangent pas à leur faim. Il va alors avoir une idée. L'idée de départ, c'est tout simple. Hein. Des gens n'ont pas à manger, on va trouver une combine pour leur donner à manger. Ce serait bien de faire une sorte de cantine où ceux qui ont faim viendraient manger sans avoir à demander, quoi. Une cantine gratuite. Et d'un seul coup, Lederman a dit, mais non, c'est pas les cantines du cœur. Les restos du cœur, ça fait plus joli que les cantines. Les cantines, ça fait cheap un peu. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris, par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Il l'a annoncé à l'antenne. Le standard a pété une fois qu'il en a parlé, donc ça correspond à quelque chose. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Il n'a prévenu personne, et surtout pas la direction. Parce que la direction lui a dit, ok, les bolos, où tu vas, faut d'abord qu'on en parle, quoi. Je suis effectivement là descendu le voir à la fin de l'émission pour lui dire, dis-moi quand même ce que tu veux faire. Il lui a dit, bon ben voilà, l'idée est lancée, maintenant il faut suivre. C'est ce qu'il lui a dit. Et ben ils ont suivi. Il s'agit d'apporter un petit peu de bonheur à ceux qui en manquent le plus, et je pense que tout le monde peut faire ça. Et je me souviens, moi, ce premier jour où je vois que je suis dans cet assaut, je dis, mais
Comment on va faire ça? Combien ça coûte un steak? Comment on peut faire? Tout doucement, les choses vont se faire. Il va falloir créer un réseau. Il va falloir contacter les politiques. Une fois que c'est parti, quand on connaissait un peu Coluche, on savait qu'il n'allait pas laisser tomber. Hein. Mais en revanche, ce que je ne pouvais pas deviner, c'est sa capacité à soulever les montagnes. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi acharné et d'aussi efficace. Et pour son projet, Coluche le sait, il a besoin des politiques. Il va alors solliciter l'un de ses proches, Jacques Attali. Il est venu me voir avec l'idée, et je lui ai dit c'est une idée formidable, je vais t'aider. Et je l'ai aidé à concevoir. J'ai mis pour l'aider quotidiennement un de mes collaborateurs qui était à l'Élysée chargé des questions agricoles, puisqu'il s'agissait de ça, qui est Henri Nallet. Donc Coluche vient me dire, écoutez, puisqu'il y a des stocks publics, il faut au contraire permettre que l'on y accède et qu'on les distribue gratuitement à celles et à ceux qui ont faim. Coluche a trouvé un allié. Pour parler des Restos du Cœur, il sera même invité à partager la table d'Henri Nallet. Il emmène avec lui Alexandre Lederman, le fils de son producteur. Le jeune homme est très actif dans l'association. Il se souvient de ce dîner et surtout du joint que Coluche a allumé après le repas. Je me rappellerai toujours ce moment où il aspire une grande bouffée du joint qui s'était fait. Il a allumé un pétard, alors là, ça a été un grand événement. Le ministère de l'Agriculture en a bruissé pendant des semaines. Qu'est-ce qui va se passer là? Il envoie toute sa fumée dans la tête d'Henri Nallet. Il lui dit, vous ne le savez pas encore, mais vous allez nous les filer, les excédents. C'est vrai qu'à ce moment-là, parmi mes collègues du gouvernement, plusieurs sont tout à fait étonnés que je soutienne Coluche. Parce que pour eux, Coluche, c'est un amuseur public, mais c'est pas sérieux, c'est pas... Au contraire, Coluche n'a peut-être jamais été aussi sérieux. Les Restos du Cœur occupent tout son temps et il en parle constamment. Il ne pensait plus qu'à ça. Et l'antenne ne servait qu'à ça. J'ai même dû, à un certain moment, lui dire, tu sais, il faut quand même faire quelques blagues, quelques trucs, parce qu'on va fatiguer l'auditeur. Grâce aux Restos du Cœur, Coluche se réconcilie avec son histoire. Il vient en aide aux plus démunis, ce que lui, l'enfant pauvre de Montrouge, a pu croiser quand il était jeune. Personne ne pouvait toucher au Restaurant du Cœur. Cette pauvreté, il a connu, lui. Et de voir des gens ne pas manger, il a connu ça. C'est une belle idée, le Restaurant du Cœur. C'est une belle idée. Juste à manger et à boire, de pain et de chaleur, dans les restos du cœur. Hey! Le premier Resto du Cœur ouvre à Gennevilliers, le 21 décembre, le premier jour de l'hiver. On a ouvert le matin, on est arrivés tous comme ça, tout blanc, il faisait très froid. Moi, ça évidemment, je me rappelle toute ma vie, à 5 h du matin à Gennevilliers, avec, ça nous déchirait le cœur, parce que c'était les premières personnes qui étaient vraiment dans le besoin. Ça s'est fait dans un désordre, ça s'est fait dans une espèce de spontanéité, dans un bazar, mais aujourd'hui on n'autoriserait pas ce qui s'est passé dans l'hiver 85-86. L'idée même que les gens viennent, ceux qui ont besoin, sans sélection, sans rien, et avec dignité, on leur donnait un sac à la sortie, comme s'ils allaient faire leurs courses, sauf que c'était gratuit. Tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. Coluche se consacre à ce projet nuit et jour depuis 4 mois. Et ce 21 décembre, il peut voir enfin le résultat de ses efforts. On le voit toujours avec cette photo qui court partout, avec le cajot sur l'épaule, et il avait les larmes aux yeux, quoi. C'est vrai que c'était énorme. Et c'est à partir de ce moment-là que Coluche change d'image. Lui, le rebelle, va devenir un saint. Il est vrai qu'il va y avoir des sondages qui vont dire, je crois au mois de janvier de 86, qu'il est l'homme le plus populaire de France. Bon, si je suis pas élu ici, ça sera pas de ma faute. Hein. Il a
rejoint toutes ces facettes. Celui qui fait rire et celui qui donne. Mais qui donne, c'est là qui est génial, c'est qu'il donne un truc qui se voit, c'est de la bouffe. Et la bouffe, en plus dans l'inconscient français, c'est essentiel. La première campagne des Restos du Cœur se termine le 21 mars 1986. Coluche est heureux, mais il est épuisé. Nous sommes au mois de mai 1986. Coluche s'est installé à Opio, sur les hauteurs de Cannes. Il veut maintenant se consacrer à son grand projet artistique, son retour sur scène. À l'époque, son problème, il était d'abord de se reposer et ensuite de se mettre à l'écriture pour toujours ce fameux spectacle de rentrée, parce que il était rentré à la radio, mais il fallait qu'il rentre aussi sur la scène. C'était quand même son vrai métier, son vrai plaisir. Pour préparer son spectacle, Coluche a loué 7 maisons. Il a invité ses copains Didier et Ludo à le rejoindre. Le soir, ils font la fête et chaque matin, Coluche cherche l'inspiration et s'impose une séance de travail. Lui travaillait très tôt le matin, il adorait travailler sur des choses. Toutes les choses qu'il pouvait ressentir dans la journée ou dans la veille, toutes les blagues qu'on pouvait se raconter, je vous dis, dans la voiture, n'importe où, il notait et il nous faisait les sketchs au petit déjeuner, quoi. Il voit la réaction que vous avez. Étant professionnel, on est peut-être encore plus dur. Si évidemment on éclate de rire, il sait que ça marche, etc. Coluche doit absolument avancer dans l'écriture de son spectacle. Son producteur a vu les choses en grand. Il a réservé le Zénith de Paris pour la rentrée. Moi, je me souviens quand il m'a appelé pour me dire « Ça y est, Polo, je suis prêt », pour me faire écouter ce qu'il venait de faire. Et dès que j'arrive là-bas, je n'ai pas le temps de dire bonjour à qui que ce soit. Il me prend, il me monte vite dans la chambre et il me met, il sait que je suis nul techniquement, donc il me met des appareils et tout ça pour que j'écoute. Et il me regardait pour connaître mes réactions. Et c'était superbe. Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. Si jamais les hommes politiques ils se mettaient à tenir les promesses qu'ils font, il leur faudra le budget des États-Unis. La différence entre le PC et le Beaujolais, c'est que le Beaujolais est sûr de faire 12,5. Je sens qu'il est sur la super bonne voie. Et qu'il travaille, il est dedans, il a toujours cet œil, il a retrouvé tout ça. Nous sommes le 19 juin 1986, le dernier jour. L'écriture du spectacle est quasiment terminée et Coluche et ses copains passent la journée ici, à Cannes. On allait déjeuner chez un copain qui avait une plage à Cannes et on se faisait une partie de baby-foot parce qu'il avait même installé un baby-foot pour nous. On allait prendre une petite salade et une bouteille de badois et on montait après la maison vers les 3 heures. Cette photo sera la dernière de Coluche. On a mangé à la sportive, on est rentré tranquillement. Peu avant 16 heures, les 3 hommes quittent la Croisette. Il leur faut une demi-heure de trajet pour arriver à Opio. C'était une petite virée en moto, quoi. On était quand même très fun en moto, quoi. On adorait ça. Ça faisait un mois qu'on était là, on connaissait la route par cœur, quoi, avec Michel. Donc, et on roulait tranquille, on était en short, quoi. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'histoire de course, ni de je veux t'épater, je vais plus vite que toi, non, pas du tout. Virage, on sort d'un virage, et puis il y a une ligne droite, et dans cette ligne droite, on voit très bien le camion qui vient en face de nous, un camion qu'on va croiser, quoi. Et quand Michel est arrivé à son niveau, tac, le mec,
Il lui a coupé la route, quoi. Et il s'est couché pour dire je vais passer sous la remorque, entre le tracteur et la remorque. Et malheureusement, non, il n'a pas pu le faire, quoi. Moi, j'ai pas pensé que Coluche était mort, du tout. Du tout. J'ai même pensé j'ai même cru voir qu'il m'avait fait un mouvement de tête quand je lui disais t'inquiète pas, Ludo est parti chercher les secours, téléphoner au secours, etc. On va demander un hélico, Bon, comme vous faites pour rassurer quelqu'un, qui est accidenté ou qui a un truc. Une demi-heure après l'accident, le premier journaliste qui arrive sur les lieux s'appelle Jean-Claude Honorat. J'ai le souvenir du débouché de ce virage, de cette ligne droite, avec le camion, qui est la remorque à peu près sur sa voie, la voie de gauche, qui descend, donc, et la cabine barrant la route, et la moto devant. Alors là, nous descendons à pied. Il y a un silence très fort parce que tout le monde sait que c'est Coluche. Donc c'est plus qu'un accident. Il y a surtout les amis de Coluche qui sont là. Ils ont garé leur moto un peu plus loin. Il y en a un qui est assis sur le talus et qui a la tête dans les mains et qui pleure. « 45 minutes avant, on se marrait ensemble, etc. Et là, on vous dit, votre pote, il est mort. » C'est un drôle de truc à accepter. Hein. Vous voulez pas le croire. Vous voulez pas le croire. Le chauffeur est toujours sur les lieux et Jean-Claude Honorat lui pose quelques questions. C'est malheureux, hein, qu'est-ce que je vous dise. Hein. Ça fait 40 ans que je conduis, alors c'est pas de maintenant. Hein. Il a eu le temps de freiner? Il n'a pas freiné, il n'y a pas de marque de freinage. On discute sur les traces de freinage, on refait l'accident. Et il n'y a pas de traces de freinage. Et tel que l'accident est fait, on se dit, mais le camion a tourné et Coluche allait tellement vite qu'il ne l'a pas vu. Il allait vite? Ah oui, très vite. Combien? À quelle vitesse? Je ne peux pas vous dire, mais je vous dis qu'il allait très vite. J'étais engagé, je ne l'ai pas vu, il m'a débouché, je l'ai vu quand il était un peu là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je ne peux rien vous dire. Hein. Et c'est là que j'ai été léger, moi, ensuite, à l'antenne, oui, parce que j'ai dit que c'était la vitesse qu'il avait peut-être tué. En fait, je me suis bien trompé. La moto n'est pas détruite, le guidon est juste plié, mais il n'y a pas d'énorme choc. Les amis de Coluche sont là pour lui dire, je dis, mais tu as vu ce que tu as fait, espèce de con, tu as tué Coluche, notre pote, c'est fini. La vie s'arrête pour tout le monde à ce moment-là. Et c'est lui qui emporte toute la responsabilité alors qu'il était là accablé avec ce camion de merde. C'est terrible pour lui aussi. J'étais donc dans mon petit bureau dans les combles d'Europe 1 quand j'ai eu un coup de téléphone de Paul Lederman et j'ai bien compris à la voix qu'il a essayé d'atténuer en me faisant comprendre qu'il avait eu un gros pépin et puis il m'a dit il est mort. Et il se trouve que je préparais donc cette émission avec Maryse qui était à côté de moi et ben, la vérité c'est qu'on a fondu en larmes et qu'à chaque fois que j'en parle c'est impossible, c'était tellement inimaginable. C'était terrible ce qu'on a ressenti parce que c'était tellement brutal, c'était tellement injuste, c'était tellement tout, quoi, que on a fondu en larmes, on était le dire à la rédac. Le soir même, Maryse et Philippe Gildas rendent un hommage à Coluche avec Michel Denisot sur Canal+. Bonsoir à toutes et à tous, c'est donc un Zénith spécial que je vous présenterai avec Philippe Gildas et Maryse pour me rejoindre ce soir. Je pense qu'on ne sera pas trop de trois. Pardon. Si aucun d'entre nous ne peut parler, on n'a aucune chance de continuer. Donc Coluche est mort. Quand les gens apprennent la mort de Coluche, se répand une sidération. Les gens sont sidérés.
La France arrête tout. Et on s'est rendu compte, au fur et à mesure que les heures passaient, que Coluche, avec étonnement, que Coluche était un immense personnage de notre histoire collective. Pour moi, il représentait la sincérité, la générosité. J'ai beaucoup de peine. C'était un type fabuleux. On a dit que c'était le rappeler des temps modernes, mais c'est vrai. Je crois que Coluche a fait beaucoup de choses pour beaucoup de monde et qu'il était normal qu'on lui rende aussi hommage. Bah, c'est toujours les meilleurs qui partent, hein, que je vous dise. Coluche est de retour parmi les siens, à Montrouge, la ville où il a grandi, là où pour réussir sa vie, il s'était donné comme choix de carrière, petit délinquant ou grosse vedette. Mais dans le cimetière de l'autre côté du périphérique, ce n'est plus le gamin de la banlieue sud que l'on enterre, c'est un héros national. Ses copains, habillés en motard, portent son cercueil. À moi, c'est un brouillard total. Je comprends rien. Je comprends plus rien. Tout se passe vite. Il y a des gens qui arrivent, qui font des choses. Et moi, je suis là, je suis totalement inefficace. J'étais tellement dans la douleur, j'étais tellement dans... Je sais pas comment j'ai fait, j'ai organisé le truc. Et cet enterrement, attends, mon ami, c'était... Je l'ai fait, quoi. On a voulu que ce soit le plus grand hommage possible. C'était encore plus douloureux, sa mort, dans la mesure où il était en train de refaire un chemin et qu'ils étaient beaucoup battus pour revenir sur scène. Il se préparait et la drogue était commencée à être très loin de lui. Donc c'est à ce moment-là que Coluche va disparaître. C'est terrible. Thierry Lhermitte, vous avez bien connu Coluche, vous avez même, on va en parler, vécu un an chez lui, rue Gazan, dans cette auberge espagnole un petit peu. On va revenir juste sur le 19 juin 86. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous apprend la nouvelle? Le gros choc, en dehors de la peine, Michel faisait tellement partie de notre vie que c'est comme quand on perd quelqu'un qui fait partie de votre, de votre monde. Et puis tout d'un coup, il y a un petit morceau qui s'en va, qui s'écroule. Donc voilà, tous les stades du choc, c'est-à-dire la négation, le refus, la négation, la déprime, la peine. Les Gilles Dasson, vous avez dû vous mettre à l'écran ce jour-là, en direct, avec Michel Denisot. On a vu ce moment-là. Ce jour-là, vous ne l'oublierez jamais, je crois. Vraiment. De toute façon, je ne vais pas reparler de ça parce qu'à chaque fois, c'est la même panique. Ça revient à chaque fois. Il y a une blessure. J'ai trouvé ça tellement brutal et tellement injuste que j'arrive toujours pas à domestiquer. J'en ai vu pourtant des catas dans ce métier. Hein. Mais celle-là était trop personnelle et surtout, c'était injuste. C'est tout. Ça ne devait pas arriver là. Il était dans une telle forme, il avait retrouvé une telle pêche. Il aurait dû mourir, Thierry peut le dire mieux que moi, il aurait dû mourir 100 fois dans les 4 années précédentes. Juste après Chao-Pantin, il est vraiment au fond du bonhomme. Il est au fond du trou et d'ailleurs il se réfugie. Il n'est pas idiot, vous savez. Je crois qu'il voulait pas se montrer comme ça et il est parti à la Guadeloupe. Et donc il appelait assez régulièrement avec des propositions tellement farfelues que je me rendais bien compte qu'il n'était pas en forme. Sauf que lui, dans sa tête, il avait vraiment envie de revenir et il savait que ça passait par la radio.
Est-ce qu'à un moment donné, quand vous le rencontriez comme ça, il entendait ce que vous disiez en disant écoute, tu tiendras pas, ça ira pas, ou non, il entendait très très bien, mais il n'était pas assez en forme d'ailleurs pour discuter. Oh, s'il avait été en forme, je l'aurais vu tout de suite. D'ailleurs, quand il est revenu la dernière fois, j'ai compris tout de suite que c'était pas la peine de discuter. Il m'a roulé sur tous les terrains, y compris le fric. Pourtant, apparemment, c'était un bon négociateur ou c'était les Derman? Non, c'était lui. Ils étaient faits pour s'entendre. Ah bon? Mais ce qui est marrant, moi je l'ai vu un petit peu quand ça allait pas bien. Je me rappelle de lui venant salut Coluche, ancien acteur, tu te souviens? Et nous, on ne pouvait pas croire ça. Nous, il était tellement énorme pour nous, c'est-à-dire qu'il était plus connu avant nous. Il voulait qu'on soit tous vedettes. C'est lui qui était pas une génération, mais juste quelques années avant nous. Et on avait une telle admiration pour lui. Moi, je ne pouvais pas croire que ce mec-là disait de lui sérieusement Coluche, ancien acteur. Qu'il le pense ou qu'il ne le pense pas, c'était un truc de détresse assez profond. Et nous, ça marchait vachement bien. On se disait, mais pourquoi qu'est-ce qui va pas, lui? On ne se rendait pas compte de ce qui se passait vraiment. Ouais. Quand il se lance dans cette campagne présidentielle, au début, vous comprenez que c'est plutôt une farce. C'est extra, là. L'annonce au gymnase avec la plume dans le cul, c'est fantastique. Puis, ça vous a bien fait marrer quand même. Ah ouais, génial, merveilleux. Et juste quand on commence où tu sens de l'extérieur, parce qu'on ne voyait pas à ce moment-là, qu'on se dit qu'il commence à y croire, tu dis, c'est pas drôle. Compliqué. Il vous met sur l'affiche, vous avez vu, vous vous souvenez de ce moment? Alors, il met Thierry Lhermitte et il met communiste. Alors, regardez, c'est sur cette affiche. Ah oui, voilà. Alors, voilà. Tous ceux qui le soutiennent, et puis voilà, il y a un certain Thierry Lhermitte, et donc on découvre ce soir que vous étiez à l'époque. Oui, il y a Clavier aussi. Non, il n'y a pas communiste, de très loin. Il y a Paul Lederman, escroc. Voilà. Bon, Gérard Lanvin, comédien, lui, il était Martin Lamotte, fou. On a ça également. Oui, parce qu'on discutait avec lui énormément avec Clavier, et donc on avait des grosses discussions politiques, oui, bien sûr. Ouais. Et lui, ça l'énervait énormément. Nos points de vue politiques, il l'énervait. On n'est pas communiste du tout, mais ça l'énervait beaucoup. Donc au début, une blague. Donc c'est pour ça, bien sûr, c'est une blague. Et après, en revanche, ça devient moins une blague quand il commence à y croire. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il y croyait vraiment lui, mais enfin, c'est l'impression que ça donnait de par les gens qui étaient chez lui, quoi. Voilà. Lui, je pense pas qu'il ait perdu son humour à ce moment-là. J'en sais rien parce que je ne voyais pas, mais je sais qu'il y en avait autour qui eux l'avaient perdu sérieusement. Et qui l'ont imprégné un peu de tout ça. Lui, j'en sais rien. Il a été clairement assez facilement instrumentalisé. Oui. Est-ce qu'il culpabilisait, lui il vient de Montrouge, il avait passé le périph', c'est ce qu'il disait, il était passé de l'autre côté. Est-ce que ça le culpabilisait, ce rapport? Pas du tout, puisque son grand slogan, c'était « salaud de pauvre ». Salaud de pauvre, c'était... Vous n'avez qu'à travailler, bande de fainéants. Donc c'était une façon, vous savez, l'humour, il y a toujours quelque chose de vrai derrière. Donc il y avait quelque chose de vrai quand même. Ah, tout à fait, oui. Non, mais il le disait tout le temps, va-t-en mourir à l'hôpital. Non, là-dessus, il ne supportait pas les gens qui n'essayaient pas d'en sortir. En revanche, il était prêt à aider ceux qui avaient du mal à en sortir, mais qui essayaient. Sinon, il n'aurait pas fait les Restos du Cœur. Et on arrive aux Restos du Cœur. Agnès Soral dit qu'effectivement, quand elle tournait de Ciao Pantin avec lui, il avait un rapport à la nourriture particulier. C'est-à-dire qu'il avait toujours peur de manquer. Il y avait toujours un truc. Oui, c'était quand même particulier. Il y avait souvent des nouilles. En grosse quantité. Ça se voyait, hein. C'est ce qu'il disait au début, sa salopette, elle flottait un peu, puis progressivement, il l'a remplie. Cette idée des Restos du Cœur, parce qu'il faut en parler, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui ne connaît absolument pas Coluche, mais qui en revanche connaît très bien le bonhomme qui a lancé les Restos du Cœur. Ouais. C'est une idée géniale. Lederman, il le dit dans le document. C'est vraiment une idée géniale. Ouais. Non, mais je pense que c'est un type qui était naturellement très paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois, il pouvait être méchant, et en même temps, il ne supportait pas de voir un enfant pleurer. Donc il n'a pas supporté non plus quand il y a eu cette grande campagne en faveur des enfants d'Éthiopie, c'était pour lutter contre la famine en Éthiopie, il n'a pas supporté d'entendre tous les gens au téléphone qui lui disaient mais il y en a tout plein à côté de chez nous qui ne mangent pas non plus à leur faim. Et donc c'était le vrai Coluche, c'est-à-dire les deux à la fois, ils pouvaient être méchants. Moi je l'ai connu quand même très bagarreur dans les années juste avant la présidentielle. Il a eu quelques incidents, il n'était pas capable de voir un flic sans taper dessus. Non mais de la même façon avec un type qui le gênait en moto, il était capable de sortir du gymnase, il a eu 2 ou 3 incidents, c'est pas être médisant que de le dire. Donc il était très très nerveux à ce moment-là. Et bizarrement, c'est ce que disait Thierry, il était pourtant au top, mais vraiment au top. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur ce plateau, partager un petit peu ce film et ce document.
différent en tout cas, et qui nous a apporté un regard vraiment différent sur Coluche. Merci à tous les deux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Connaissiez-vous vraiment Coluche? Peut-être un peu mieux en tout cas ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous proposer ce document. Mara Karat, Frédéric Martin, Erwan Lelouet. Passez une très belle nuit et à bientôt.